nous avons décidé de nous attaquer à un problème mondial. Ce problème, c'est la désertification, qui gagne sans cesse du terrain. Chaque année, dans le monde, une surface équivalente à celle de la Suisse se transforme en désert. Comme ça nous concerne tous, nous avons voulu savoir ce qu'était précisément un désert, comment il se formait et comment faire pour l'arrêter. Le désert, ça évoque souvent le Sahara, un pays chaud et lointain. Mais en réalité, il en existe même au cœur de l'Europe. C'est un vrai paysage de désolation, chaud, sec et aride. Bienvenue en Espagne. Au Moyen-Âge, la forêt occupait encore 91% de la péninsule. Aujourd'hui, les 2 tiers du pays sont menacés par la désertification. Cette région est l'exemple type d'une accumulation d'erreurs humaines au fil des siècles. Des forêts ont été rasées, d'abord pour les besoins de l'industrie du bois, puis ça a continué avec la production de charbon de bois. C'est cette succession de pratiques irresponsables qui est à l'origine du paysage actuel. Aujourd'hui, même la Costa Blanca, cet Eldorado pour vacanciers, risque de manquer d'eau pour de bon. Le tourisme de masse fait des ravages. La ville de Benidorm en est le symbole. Les hôtels affichent un taux de remplissage de 80%. La ville accueille 5,5 millions de touristes chaque année et jusqu'à 350 000 personnes par jour. La consommation quotidienne d'eau y est 5 fois plus élevée qu'en France ou en Allemagne. Les sources de la région ne peuvent pas fournir une telle quantité d'eau. Il faut aller la pomper dans de profonds puits creusés dans l'arrière-pays et l'acheminer jusqu'à la côte. La moitié de l'eau vient ainsi de l'intérieur des terres. Sur tout le littoral méditerranéen, vous avez une concentration urbaine, touristique et industrielle qui exerce une pression énorme sur l'intérieur du pays. Les conséquences sont dramatiques. Contamination et salinisation des rares réserves d'eau, problèmes de pollution. Le tourisme a beau être un facteur de croissance économique, il est néfaste pour l'environnement. Pourtant, en Espagne, personne ne semble se préoccuper des conséquences de la surconsommation d'eau. Le pays continue de miser sur le tourisme de masse pour remplir ses caisses. L'Espagne accueille plus de 53 millions de touristes par an. L'eau y est moins chère qu'en France ou en Allemagne, alors que les réserves et les précipitations ne cessent de diminuer. La désertification est accentuée par l'urbanisation galopante de la côte, menée par des promoteurs sans scrupules. La plupart de ces habitations sont des résidences secondaires. Elles prennent la place de terres arables et ses habitants consomment d'énormes quantités d'eau. Les promoteurs choisissent justement des zones arborées pour y construire de nouvelles résidences. Moyennant quelques pots de vin, de nombreuses forêts et réserves naturelles ont ainsi été déclarées constructibles ces dernières années. En 2005, l'Espagne a construit 800 000 logements, plus que la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne réunies. Et même si la bulle immobilière a explosé, l'environnement n'a pas fini d'être malmené. Cette région désertique compte déjà plus de 30 terrains de golf. 40 autres sont en projet. Ces terrains de golf sont une aberration environnementale. On ne plante pas des cèdres au Sahara ou des oliviers en Norvège.
Il faudrait repenser tout l'aménagement du territoire, de façon à économiser au maximum les réserves d'eau. Et il faudrait tout bonnement interdire les mauvais usages de l'eau, comme pour les golfs et les grandes pelouses, mais aussi le gaspillage par l'industrie et les particuliers. Dans cette région aride, l'arrosage d'un golfe consomme 1 million de litres d'eau par jour. De quoi approvisionner une petite ville de 15 000 habitants. Quel gâchis, rien que pour un golf. Moi je dis que le mieux ce serait de ne plus jouer au golf sur du gazon, mais sur du sable. Ou d'exporter la pétanque partout dans le monde. Bah quoi? Professeur Köhler? Bonjour, je suis Dörte. Bonjour. Vous vous êtes fixé une sacrée mission, freiner la désertification. Oui, on a beaucoup à faire parce que l'avancée des déserts touche des territoires immenses. On travaille par exemple au Cameroun, plus proche de nous, en Méditerranée, mais aussi là-bas, à l'autre bout du monde, en Chine. Quand parle-t-on de désert? Y a-t-il une définition? Il y a plusieurs définitions possibles. Quand on parle de désert, on pense tout de suite au Sahara, donc à la sécheresse. Mais un désert peut naître également là où l'eau ne peut pas pénétrer dans le sol, lorsqu'il y a ruissellement. Il a beau pleuvoir, les plantes ne poussent pas. À quel point la désertification pose-t-elle problème? On estime que 30% de la surface de la Terre est menacée de désertification par la faute de l'homme. Cela met en danger les conditions de vie de 1,2 milliard de personnes. Rendez-vous compte. La population mondiale augmente et dans le même temps, les déserts continuent d'avancer. Quelles régions du monde sont menacées? Les régions du monde entier sont menacées. Mais je peux prendre l'exemple du bassin méditerranéen, où le problème de la désertification est déjà connu depuis 2500 ans. Ça touche l'Espagne, comme on l'a vu. Les Alpes-Maritimes aussi, avec la garrigue, qui est un écosystème magnifique, mais un écosystème dégradé. Au nord-est de l'Allemagne, il y a l'Uckermark, qui a longtemps servi de carrière de sable. Là aussi, on peut parler de désertification. Et même là, près du cercle polaire. L'Islande, l'île la plus sauvage de l'Atlantique Nord. Un paysage fait de cascades, de geysers, de sources d'eau chaude et de volcans. Mais ce n'est qu'une de ses facettes. Car l'île possède aussi les plus vastes déserts d'Europe. Il y a 1200 ans, la forêt recouvrait encore un quart du pays. Aujourd'hui, elle est réduite à 1% de l'île. Les déserts ne se forment pas seulement dans des régions chaudes et arides, et le manque d'eau n'en est pas toujours la cause. Il y a de nombreux fleuves et lacs en Islande, et pourtant même sur leurs rives, on se croirait sur la Lune. Pour le spécialiste Olafur Arnalds, l'origine du problème est à chercher dans le sol lui-même. Le sol se compose de plusieurs couches. La couche intermédiaire sert principalement à retenir l'eau. Au-dessus, il y a la couche supérieure, l'humus, qui contient les nutriments et qui regorge de vie. C'est elle qui fait en sorte que l'eau stockée parvienne aux végétaux. Si cette couche supérieure est absente, rien ne peut pousser, peu importe qu'il y ait de l'eau en profondeur. Il faut donc absolument empêcher l'érosion du sol pour que l'humus ne disparaisse pas. L'érosion est un vrai fléau en Islande. La pluie et le vent grignotent inlassablement la couche fertile d'humus et l'emportent jusque dans la mer. C'est un processus lent, mais la nature a tout son temps.
les vestiges d'une ancienne prairie montrent l'étendue du désastre. Que s'est-il passé pour arriver à une telle situation? Il y a 1000 ans, des forêts de bouleaux recouvraient encore l'île. Les Vikings les ont abattus et n'ont laissé que de la lande derrière eux. Ils y ont ensuite mis des moutons en pâture, ce qui est aujourd'hui la principale cause d'inquiétude des experts. Les 500 000 bêtes de l'île raffolent des jeunes pousses et des herbes tendres. Quand le sol est en bon état, la végétation est assez uniforme. Le pâturage des animaux n'est pas nuisible, bien au contraire. Mais il faut le contrôler. Dès que le sol est dégradé, par exemple par la surexploitation, le pâturage devient un sérieux problème qui accentue les dégâts et l'érosion. Plus important encore, cela empêche le sol de se régénérer. Si les animaux mangent sans cesse les jeunes pousses et les herbes, tôt ou tard, plus rien ne pousse. Une des solutions, installer des clôtures qui limitent le déplacement des bêtes. Mais elle est loin de faire l'unanimité, car sur le territoire islandais, les agriculteurs ont toujours eu le droit de faire paître leurs bêtes où bon leur semble. Donc sans arbres ni plantes, l'érosion gagne à tous les coups. Pour éviter d'en arriver là, il faut régénérer ce qu'on appelle la couche d'humus. Expliquez-nous un peu ce que c'est. Alors, l'humus est la partie supérieure de la Terre qui recouvre presque toute la surface des continents. C'est une fine couche de 20 à 30 cm d'épaisseur qui est la partie fertile du sol. Que contient l'humus et comment se forme-t-il? Cette partie du sol est composée de plusieurs choses. Il y a d'abord de la matière organique décomposée. Il y a aussi une fraction minérale faite de minéraux dégradés. Le tout est mélangé par les insectes fouisseurs. Les insectes fouisseurs? Ce sont des insectes assez peu connus. Je vais vous les montrer. Vous venez? Pendant que Dirt part à la chasse aux bébêtes, je vais me mettre au fourneau. Oula, ça grouille de bestioles. C'est quoi ce qu'on voit? Cet insecte marron, c'est une sorte d'acarien. Et là, on a un petit insecte transparent. C'est un mille-pattes? Attendez, je vais le retrouver. Oui, il a 3 paires de pattes, donc on peut dire que c'est un insecte. C'est un colambole. Il n'arrête pas de gigoter? Qu'est-ce qu'il fabrique? Il mange. C'est comme ça qu'ils rendent le sol fertile, mais aussi qu'ils contrôlent les substances nocives. Ce sont en quelque sorte les mini-ingénieurs de l'écosystème. Des mini-ingénieurs. Trop mignon. C'est vraiment pratique de pouvoir acheter des fruits et légumes à longueur d'année, surtout quand on veut préparer une ratatouille en plein hiver. Mais tous ces légumes viennent d'Espagne, et si vous retracez leur parcours, c'est à vous couper l'appétit. José Pascual est agriculteur. Il y a 30 ans, il dirigeait une exploitation dans sa région natale de Murcia, au sud de l'Espagne. Mais il a dû quitter les hauteurs de l'Orca pour s'installer plus près de la côte, car plus rien ne poussait. La pénurie d'eau a fait de lui un exilé. La région se transforme en désert. Il y a de moins en moins d'habitants et d'arbres. On est parti parce qu'il faisait de plus en plus sec. Il y a 40 ou 50 ans, il pleuvait bien plus qu'aujourd'hui. Les arbres sont morts, tout est desséché et presque plus personne ne vit ici. Dans la vallée, les riches ont creusé plein de puits, mais ici, on a perdu notre eau et nos amandiers. L'Espagne compte plus de 500 000 puits illégaux. Pourtant, le système d'irrigation à grande échelle élaboré par les Maures il y a 500 ans fonctionnait encore parfaitement il y a quelques décennies. Grâce à des terrasses, des canaux et des écluses, l'eau coulait tranquillement jusqu'aux champs. Aujourd'hui, les aqueducs sont à sec.
On voit bien le niveau de l'eau d'il y a 20-30 ans. Il y a 10 ans, elle atteignait encore ce niveau, mais ensuite, ça n'a pas arrêté de baisser. Il y a 1 an et demi, l'eau a cessé de couler et depuis, tout est sec. Les conséquences de la pénurie se font sentir même à 100 km de là. Dans les environs de Moula, des pêches destinées à l'export mûrissent au soleil. Avant, l'eau s'écoulait jusqu'ici grâce à des canaux. Mais depuis qu'ils sont à sec, les plantations dépérissent. Les agriculteurs ont dû prendre des mesures radicales et abattre la moitié des arbres pour espérer en sauver l'autre moitié. Un acte désespéré, car ces pêchers auraient pu donner des fruits pendant encore une vingtaine d'années. Les hommes politiques promettent aujourd'hui de régler le problème de la sécheresse par des usines de désalinisation. L'eau dessalée serait utilisable pour l'irrigation, mais ça me reviendrait trop cher. C'est une escroquerie. On nous propose quelque chose qu'on ne peut pas se payer. Les seuls qui pourront s'offrir cette eau, ce sont ceux qui font du profit en construisant de nouvelles habitations. Les Espagnols sont directement touchés par le manque d'eau. Dans les plantations, le travail se fait rare. Les habitants quittent l'intérieur du pays pour aller tenter leur chance sur la côte, sur des chantiers ou dans le tourisme. Les villages sont laissés à l'abandon, l'arrière-pays se meurt. Aujourd'hui, même sur la côte, les fruits et légumes destinés à l'export ont du mal à pousser. J'ai quitté mes montagnes il y a 30 ans, parce qu'ici, il y avait de l'eau. Je pensais que j'aurais une vie meilleure. J'ai cultivé des brocolis, des laitues, des melons. Mais ça fait plus d'1 an qu'il n'y a plus d'eau et personne ne sait ce que l'avenir nous réserve. Les fruits et légumes viennent désormais de l'extrême sud du pays, où les nappes d'eau souterraines résistent encore. Il y a 30 ans, les agriculteurs ont commencé à construire des serres autour d'Almeria. 350 km² ont aujourd'hui disparu sous les bâches en plastique. C'est d'ici que viennent les courgettes, tomates ou concombres vendus en hiver. Cultiver 1 kilo de tomates consomme près de 40 litres d'eau. Les précipitations sur la région ne suffisent pas à l'irrigation. L'eau est pompée dans de profonds puits, pour la plupart illégaux, qui font baisser le niveau des nappes phréatiques. Par endroits, elle est déjà sous le niveau de la mer, ce qui permet à l'eau salée de s'infiltrer. Un jour viendra où les hommes ne pourront plus compter sur l'eau souterraine, soit parce qu'elle sera devenue salée, soit parce qu'elle aura disparu. Mais ici, les mesures visant à économiser l'eau sont impopulaires et aucun homme politique n'ose aborder ce problème vital. Le gaspillage risque donc de se prolonger, jusqu'à ce que la nature elle-même coupe le robinet. Alors on a suivi vos instructions et on vous a ramené toute une série d'ingrédients. Qu'est-ce qu'on va en faire? On a du compost, du sable et un sac en toile de jute. Un grand sac à café en toile de jute, parfait. Il va servir de protection contre l'érosion et comme il est en jute, il est biodégradable. Quand le sol va se régénérer et la végétation repousser, il va se décomposer. On va commencer par le remplir. Attention. Voilà. On a mis 2 tiers de sable et j'ajoute 1 tiers de compost. Il ne faut pas que le sac soit trop lourd pour pouvoir le déplacer. Le mélange est prêt. C'est parfait. Il faut aussi un absorbeur d'humidité. Vous savez, comme dans les couches. Donc il faut aussi ajouter de l'eau? Non, parce que cette poudre, une fois placée dans le sac, va absorber l'humidité ambiante ou les gouttes de rosée se déposant sur l'extérieur et la rendre disponible pour les plantes. Et même s'il pleut beaucoup, la pluie n'érodera pas le sol puisqu'il est protégé par la toile de jute. Elle sera seulement absorbée. On a terminé? L'affaire est dans le sac? Non, pas tout à fait.
Il nous faut les mini-ingénieurs. Exactement. Il ne faut pas oublier les insectes fouisseurs, c'est important. C'est lourd. Et avec ça, on peut sauver l'Espagne. C'est la partie écologique de la solution. Le développement durable repose sur l'écologie, l'économie et le social. Il ne faut pas oublier les deux derniers. C'est vrai. Et qu'en est-il de l'Islande? L'Islande mène un combat acharné pour reverdir son désert et arrêter sa progression. Sur le bord des fossés, des mesures simples suffisent. Répandre de la paille empêche les moutons d'y paître et en moins d'un an, de nouvelles plantes apparaissent. Leurs racines renforcent le sol qui résiste alors mieux au vent et l'érosion diminue. Pour les sols volcaniques, encore plus dégradés, les Islandais ont aussi trouvé une solution. Un mélange de graines de seigle de mer et de compost artificiel. Mais la renaturation coûte cher, près d'1 demi-million d'euros par hectare. La couverture végétale est de retour au bout de 6 ans, grâce au climat pluvieux du pays. Les agriculteurs sont associés au projet. Plus d'un quart d'entre eux y participent, souvent par nécessité. Leurs animaux ne trouvaient même plus de quoi se nourrir. Je ne sais pas exactement quelle surface de mes terres a été replantée, mais ça concerne au moins 80 à 100 hectares. Ça fait plaisir de voir que les plantes repoussent. Tout est vert à nouveau. Les semences et le compost sont à la charge de l'État. Les zones replantées contribuent aussi à la lutte contre le réchauffement climatique. Chaque hectare peut absorber plus de 2 tonnes de dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère. Il y a 8 ans, j'ai commencé à planter des lupins et des bouleaux directement dans le sol volcanique. Aujourd'hui, on dirait un vrai sol forestier. Même lors des tempêtes de sable, le sol n'est plus emporté et le sable qui se dépose ne cause plus de dégâts. Le sol reste intact, il est stable et avec une vraie couche d'humus. Les jeunes Islandais peuvent venir lui prêter main forte pendant les vacances d'été et se faire un peu d'argent de poche en plantant de jeunes arbres. Ils prennent ainsi conscience qu'il est difficile et coûteux de faire renaître la vie dans un désert. L'État a alloué quelques terrains aux scientifiques pour qu'ils y étudient les interactions entre le sol, les nutriments, l'eau et les plantes, car cela reste un phénomène encore mal connu. Il est par exemple important de comprendre comment l'eau pénètre dans la terre. Même s'il pleut suffisamment, un désert reste sec. Surtout là où il n'y a pas de végétation, parce que l'eau ne fait que passer. Mais depuis qu'on a replanté ce terrain, le sol est humide et plein de nutriments. Il est d'aussi bonne qualité que la vraie terre. Il absorbe l'eau et la rend aux plantes. Maintenant, on veut comprendre comment tout ça fonctionne précisément pour pouvoir favoriser et accélérer le processus. Les Islandais ont compris que la clé de la vie se trouvait dans le sol, épiderme vivant de la terre. Ils se battent pour éviter de créer de nouveaux déserts. Ils n'ont aucun doute que leur île retrouvera un jour ces vastes forêts, mais ils savent aussi que cela prendra des siècles. Il y a donc de l'espoir. Un désert ne deviendra jamais une forêt vierge, mais en se donnant un peu de mal, on peut faire beaucoup. Cette maquette derrière nous montre comment utiliser efficacement les sacs de jute contre l'érosion et donc contre la désertification. Et pour voir le résultat grandeur nature, il vous suffit d'aller rendre visite au professeur Köhler à Brême, qui redonne des couleurs à un terrain vague depuis 2005. Prenez-en de la graine. Salut! Tchuss. Au revoir, à la prochaine. Et n'oubliez pas que les arbres, c'est la vie, et que c'est à nous de préserver notre terre.